Et organisation d'événements sportifs, c'est notre sujet, notre deuxième sujet de l'après-midi. Et pour en parler, je vais accueillir Benoît Fritsch, CEO de l'agence L'Usine et administrateur Sportsora, ainsi que Cécile Pfeiffer, directrice RSE d'Orange Events. Et vous pouvez les applaudir aussi. Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, je vous la répète, comment allier responsabilité sociétale et organisation d'événements sportifs? On va être dans le vif du sujet avec vous. Je commence avec vous, Cécile. Déjà, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je suis Cécile Pfeiffer, directrice RSE d'Orange Events. Et vous êtes partenaire technique de nombreux événements dont on a parlé depuis ce matin, évidemment, France 2023, Paris 2024. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle sur ces événements ? Oui, alors Orange Events, on déploie des solutions techniques sur des événements, dont des événements sportifs, mais pas que. Donc des solutions comme des solutions de connectivité, des solutions digitales. Ça va de paiement en sans contact à du streaming ou des solutions de connaissance visiteurs. Et sur France 23 et Paris 2024, on déploie l'ensemble du réseau, en fait, sur ces deux compétitions. Donc réseau mobile, réseau Internet et on fait aussi tout le transport d'images et également tout le réseau les nouveaux talkie-walkie en fait, qui vont se faire par smartphone. Alors forcément, là, on en revient à notre sujet. Quelles actions RSE vous mettez en place dans le cadre de ces déploiements techniques du coup, sur ces événements ? Alors l'action RSE principale, elle est environnementale. On va surtout chercher à maîtriser au maximum l'impact qu'on va avoir, donc les émissions carbone qu'on va émettre avec ce déploiement technique. Donc c'est essentiellement nos choix techniques qui vont nous permettre de maîtriser nos empreintes carbone sur ces deux événements-là. On s'appuie notamment sur les réseaux existants. Donc en fait, ce qu'on a choisi de faire, c'est de déployer le moins de possible en plus de ce qui existe déjà aujourd'hui. Et tous les réseaux qu'on va déployer justement en plus pour ces événements seront essentiellement pérennes. Voilà, on va les garder, les réutiliser. Donc c'est vraiment cette notion d'héritage dont on parlait juste avant qui est clé. Héritage, location d'une partie des équipements, réutilisation du reste des équipements et puis on a fait un choix technique très fort d'architecture unifiée en fait. Pour vous expliquer un peu, vous donner une idée, sur Tokyo, il y avait 5 opérateurs différents qui travaillaient, qui déployaient les réseaux. Et sur pour Paris 2024, on sera le seul opérateur. Et donc, on a choisi d'avoir un réseau vraiment unifié qui permet de diminuer le nombre d'équipements qu'on va utiliser. Donc, ça paraît technique comme ça, mais très concrètement, par exemple, pour des switches qui sont vraiment utiles pour le réseau, ça veut dire 4 ou 5 fois moins d'équipements sur certains types de modèles. Je vois sur le slide là l'ambition de réutiliser 50% de nos câbles. Ça veut dire que vous vous êtes fixé des ambitions chiffrées dès le départ sur ces événements spécifiques ? Alors, dès le départ, oui, sur l'ensemble de nos équipements, on voulait réutiliser 100% du matériel. Les câbles, c'est spécifique, parce que les câbles, c'est vraiment des matières très fragiles qui souvent sont jetées à l'issue des événements parce qu'ils sont abîmés, en fait. Donc, c'est pas qu'on ne le veut pas, c'est qu'ils sont abîmés, ils sont souvent arrachés. Donc, sur les câbles, spécifiquement, on s'est fixé un objectif de réutilisation de 50%. Et en fait, c'est pas si simple parce que ça demande de mettre en place des nouveaux process de montage et de désinstallation pour justement qu'ils ne soient pas abîmés et qu'ils puissent être réutilisés, retestés, remontés derrière. Voilà. Ça, c'est finalement même si elle est très importante, la partie environnementale, tout à fait. Après, sur le reste des actions, on va utiliser l'innovation au service de l'inclusion. On a une vraie envie de faire vivre le sport pour tous, en fait, d'aider les participants à mieux comprendre, à mieux vivre le sport grâce à la technologie. Donc sur France 23 et Paris 2024, on va notamment travailler avec des startups comme Refmate qui est ici, je viens de le voir, ou Touch2See ou Signifia, des startups qui permettent Signifia, c'est de la traduction en langue des signes en temps réel. Refmate, c'est de la compréhension des règles avec un chatbot. Et Touch2See, c'est une tablette qui permet de suivre la progression d'un ballon pour les personnes malvoyantes. Donc toutes ces solutions-là, elles permettent aux participants InStadia de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain et de mieux ressentir ce qui se passe sur le terrain, qu'elle soit
en situation de handicap, mais pas que. Ça va aussi pour n'importe qui, par exemple, ne comprend pas bien un sport. Il va se sentir un petit peu plus inclus parce qu'on va l'aider à comprendre ce sport. Un mot sur les médailles de France 2023. Alors, on se dit médailles, ça ne vous concerne pas, mais en quoi ça vous concerne ? Alors sur France 2023, on va effectivement produire des médailles à partir de matériaux issus de smartphones recyclés. Donc on a fait une grande collecte de smartphones dans des clubs de rugby partout en France. Ça continue encore là. Et ensuite, ces smartphones sont récupérés, traités, et avec les matières, la Monnaie de Paris va frapper les médailles qui seront remis aux gagnants de la compétition. Et vous pourrez retrouver, Benoît, votre vieux smartphone qui sera, on l'espère, transformé en médaille d'or pour le 15 de France. Pas mal comme idée. Et est-ce que c'est difficile d'allier les deux ? On est dans un contexte de pression, évidemment, sur les événements sportifs internationaux. Est-ce que c'est compliqué d'allier responsabilité sociétale et organisation ? Alors, c'est clair que les équipes techniques, notamment sur Paris 2024, mais aussi sur France 23, il y a une énorme pression, vous le dites. Le challenge, il est déjà de réussir à déployer un réseau sur lequel il n'y a pas de problème. Voilà, c'est là-dessus qu'on les attend. Et sur Paris 2024, vraiment, je vous le disais, le fait qu'on soit le seul opérateur, c'est un énorme challenge technique. Néanmoins, on a une forte volonté d'être le plus responsable possible sur ces événements. Je dirais qu'il y a une partie qui est facile, c'est que heureusement, souvent, les choix qui sont les meilleurs économiquement sont aussi les meilleurs choix écologiquement. Quand on parle de réutiliser. Voilà, réutiliser le matériel, aujourd'hui, ça tombe sous le sens, on ne va pas jeter du matériel pour en racheter, ou on ne va pas le laisser dans un placard pour ne pas l'utiliser. Une chose que je n'ai pas évoquée, c'est le fret maritime. Aujourd'hui, affréter du matériel de Chine par bateau, ça coûte quand même, heureusement, beaucoup moins cher que le fret par avion, et c'est 100 fois moins carboné. Du coup, ça, c'est les bons choix. Mais il y a une partie qui est moins évidente et qui reste encore un combat. C'est justement quand ça peut coûter plus cher de faire des choix responsables, ou alors quand ça peut changer les habitudes. Je vous donne l'exemple des goodies ou même du merchandising. Bon, c'est encore difficile de faire le choix, par exemple, de choisir de produire des maillots sportifs pour des courses qui vont être fabriqués en Europe dans des bonnes matières, parce que ça coûte plus cher. Ou alors renoncer aux goodies, on en parlait juste avant, c'est encore des choses qui sont difficilement acceptables au sein d'une entreprise ou dans les compétitions. Et tout le merchandising qui est vendu par ces compétitions, par exemple, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de critiques, parce que c'est des choix qui restent encore très difficiles à faire. Qui décide d'ailleurs dans ces moments-là ? C'est vous ? C'est les discussions avec les organisateurs de l'événement ? Alors nous, sur le merchandising, c'est pas du tout, on n'est pas du tout liés, mais par exemple sur Paris 2024, on est parrain du Marathon pour tous. Donc c'est des discussions qu'on a sur le fait de faire ou ne pas faire de médailles, de donner ou ne pas donner de t-shirts. Voilà, on est très impliqués sur ces sujets-là. Benoît, je me tourne vers vous, même si on n'a pas fini la discussion avec vous, Cécile, parce qu'on se projettera ensuite, mais vous venez avec plein de casquettes. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà ? Bien sûr. Donc, je suis Benoît Fritsch, je suis un entrepreneur depuis très longtemps. J'ai monté ma première agence, j'avais 21 ans. Donc au départ, je suis directeur général d'aujourd'hui d'une agence événementielle qui traite spécifiquement de l'activation de marque. Et quand qui s'appelle l'usine. Voilà, qui s'appelle l'usine avec un groupe qui s'appelle Jais. Et en activation de marque, quand les gens me demandent c'est quoi l'activation de marque, je leur réponds souvent la caravane publicitaire du Tour de France. Nous gérons 3 caravanes publicitaires du Tour de France, beaucoup d'autres choses, mais c'est un vrai sujet dont on parlait justement avec Cécile juste avant. Et voilà un beau sujet sur l'environnement. Attendez, on va en reparler ça. Oui. Voilà. Donc ça c'est la partie, ça, c'est la partie. Ça c'est votre autre l'usine. casquette, la casquette Sportsora. Et puis Sportsora, j'ai eu la chance d'être élu par mes pairs il y a quelques mois pour devenir administrateur de Sportsora, qui est une belle association qui regroupe les experts, les acteurs français du marketing sportif et qui a une vraie particularité, on le voit, mais je pense qu'on reviendra peut-être dessus, qui est de regrouper tous les acteurs. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'associations, notamment dans la pub ou dans les agences de com, où on n'a que des agences. Ce qui est génial avec Sportsora, c'est qu'on regroupe dans nos collèges et commissions les annonceurs, les agences,
les ayants droit, donc les ayants droit, les organisateurs d'événements, les fédérations, on regroupe aussi les médias et puis les prestataires de services. Donc c'est tout l'écosystème du sport qui se regroupe. Il y a à peu près 300 membres aujourd'hui et qui discutent ensemble de la manière dont on va gérer le sport, dans la manière dont on appréhende tous les sujets du sport. Alors, pendant le Covid, ça a été de définir qui sont les entreprises et quelles entreprises sont, par exemple, impliquées dans les problématiques directement liées au sport, parce qu'il y a des agences, des gens qui n'étaient pas forcément liés au sport dans leur code, dans leurs identifications structurelles, mais qui finalement étaient très impactés. Donc, c'est accompagner l'État sur des réflexions comme ça. Aujourd'hui, accompagner l'État sur des réflexions. Quand je dis accompagner l'État, c'est peut-être pas les accompagner, mais en tout cas leur faire comprendre qu'il y a des réflexions qui ont lieu aujourd'hui sur l'hospitalité, sur la fiscalisation des hospitalités, par exemple. On est assez loin de nos sujets, mais il n'empêche que ce sont des sujets importants. Et donc Sportsora a ce rôle assez global de mettre en valeur cet écosystème du sport qui est assez récent et qui se structure d'année en année en France, grâce justement à ces grands événements sportifs internationaux qui sont organisés sur notre territoire. Concernant Sportsora, justement, je voudrais qu'on parle de la création d'un référentiel du partenariat responsable. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on a effectivement, en 2011, on avait écrit, et donc il y a pas mal de temps déjà, on avait écrit une charte du développement durable dans le sport. Et cette charte, elle était finalement assez peu utilisée parce que les grands partenaires du sport ou les grands ayants droit du sport étaient confrontés à une problématique juridique qui fait qu'ils ne pouvaient pas s'engager à signer une charte d'une structure extérieure comme ça. Donc on a réfléchi depuis et on vient de lancer ce guide pratique des partenaires sportifs donc on vous en parle en exclusivité parce qu'il va être révélé au Sportem dans une quinzaine de jours à Paris. Et donc on est parti sur un guide pratique du partenariat sportif responsable. Ce guide va permettre d'identifier les bonnes pratiques et d'identifier les bons partenaires, les bons ayants droit. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qui permet de faire avancer les choses ? Et c'est vrai qu'on a un vrai changement, je pense, de paradigme depuis quelques années. C'est que les sponsors, c'est exactement ce que vous dites, les partenaires, alors partenaires techniques, mais aussi sponsors, commencent à se dire avant j'activais, je mettais en avant ma valeur, etc. Aujourd'hui, je réfléchis à comment je vais traiter l'impact de mon partenariat, comment je vais aller plus loin, comment, au-delà de la visibilité que je vais donner et l'incarnation que je vais avoir de ma marque, est-ce que je vais monter des opérations d'insertion, d'inclusion, comment je vais aller beaucoup plus loin et comment je vais aller sur ce sujet sociétal qui n'était pas vraiment pris en compte il y a encore 5 ou 6 ans par les sponsors. Et donc ce guide réunit sur des grandes thématiques. Alors ça m'embête un peu parce qu'il y a une des thématiques qui est le sport féminin et on a un peu l'impression de mettre le sport féminin parmi ces sujets un peu complexes, mais parce que c'est des sujets qui méritent d'être portés. Bah oui, parce que c'est un sujet qui est en retard. C'est un sujet qui est en retard, donc c'est un sujet effectivement qui mérite d'être porté. Mais à l'intérieur de ça, on a comme ça 60 cas qui sont mis en avant et qui vont être présentés. Ce guide va être gratuit, à disposition de tout le monde pour faire avancer les réflexions. Notamment, qu'est-ce qu'a fait la Ligue de football professionnel sur la lutte contre l'homophobie, comment EDF travaille le handicap dans le sport et dans ses partenariats. C'est un guide des bonnes pratiques finalement ? C'est un guide des bonnes pratiques, c'est vraiment un guide des bonnes pratiques. Une boîte à outils pour les entreprises qui savent qu'elles sont obligées d'avancer, qui ont envie d'avancer mais qui ne savent pas forcément toujours comment ? Oui, alors il y avait les deux, effectivement. Il y a ceux qui se sentent un peu obligés, parce qu'il y a des réglementations aujourd'hui qui font que de plus en plus, il va falloir que les partenaires mettent en avant un certain nombre de choses. Puis il y a des gens qui ont envie, mais qui se disent qu'est-ce que je peux faire ? Comment finalement je vais mélanger ma marque avec un sujet qui peut être compliqué ou qui mérite d'être traité de manière particulière. Alors on va pouvoir justement voir, je crois qu'on a... Voilà, j'avais cette petite liste. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire si je veux soutenir le handicap, si je veux accroître ce soutien au sport féminin comment je gère la mixité sociale ? Alors on sait que le sport et les grands événements sportifs le faisaient il y a très très longtemps. C'est quand même un lieu où se retrouvaient des populations assez différentes. Mais il y a aussi toutes les discriminations, toutes les violences qui sont dans le sport. Il y avait tout à l'heure avec le vestiaire une intervention de Colosse Sébastien Gouel. Voilà. Donc est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus ? Et si finalement un sponsor l'a fait, pourquoi moi je ne peux pas y réfléchir à le faire aussi ? Et puis le dernier sujet,
c'est effectivement l'accès à toutes ces infrastructures pour le plus grand public. Donc je pense que là, on a vraiment un sujet assez vaste, avec donc beaucoup de cas qui seront présentés. Il y a un cas pratique qui vous tient plus à cœur, dont vous avez le plus envie de parler ou... Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ce cas assez pratique de ce qu'a fait la Ligue de foot professionnel. Je crois que j'ai pris des notes parce que il y avait un titre assez particulier qui était, je crois, homo ou hétéro. C'était homo et hétéro. Donc ils avaient fait tout un système et tout un travail, et c'est homo et hétéro tous le même maillot. Voilà. Ouais. Donc c'est finalement, quelle belle manière de faire passer un message. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit parfait, ça ne veut pas dire que tout est nickel, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller plus loin, mais c'était un vrai sujet. Et puis il y a d'autres sponsors comme Aldi qui a travaillé avec Vitality dans la mise en place spécifique d'une équipe de e-sport féminine, par exemple. Donc voilà, alors, il y en a tellement que on pourrait en parler pendant des heures. Je n'aurais pas forcément toute la liste en plus, puisqu'il est encore un peu en train de sécher. Ah non, mais je ne vais pas vous demander les 60 quand même. Ce serait une interro surprise qu'on fera un peu plus tard. Merci. J'ai envie de revenir sur votre rôle avec l'usine, parce que c'est en lien avec ça. Donc vous activez des marques sur des événements sportifs, avec un volet RSE qui est forcément omniprésent maintenant dans la stratégie d'activation des marques. Forcément, aujourd'hui, le sujet arrive très très vite. On n'a pas forcément toujours les solutions. Quand on parlait tout à l'heure d'un Tour de France, quand on va activer des marques, on va avoir une équipe je crois que sur le Tour de France cet été, l'usine va avoir plus de 100 personnes. Comment on les transporte ? Donc on a tout ce problème de mobilité dont on parle depuis ce matin. Enfin, je pense que la première intervention de Maëlle ce matin, elle était très claire sur ces problèmes de mobilité. Et on sait que c'est le sujet majeur, que ce soit pour l'organisateur, pour le sponsor, pour faire venir des VIP, pour l'hospitalité. On a ces problèmes-là. Donc comment on traite ces problèmes de mobilité sur la compétition ? Avec des solutions, on parlait de HVO, qui est un carburant qui existe depuis très longtemps, mais qui est un carburant décarboné, et qui va nous permettre de faire baisser de plus de 80% l'empreinte de carburant de nos véhicules. Et vous avez tous été sur le Tour de France, il y a des chars, il y a des camions. Ça c'est quand même typiquement le genre d'événement où se pose la question de savoir comment on fait coïncider tout ça, tous ces enjeux. La première chose, c'est d'y réfléchir, parce que c'est justement en se disant, tiens, comment je peux faire pour tenir compte de ces sujets-là, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des idées. Je vous parlais, j'ai 100 personnes qu'on doit faire manger 3 fois par jour, peut-être 4, parce qu'il y en a qui bossent quand même beaucoup, mais tout est prévu à l'avance. Si je prévois dans l'ensemble de mon dispositif X repas sans viande, le mot m'échappe, il y a un mot pour ça, mais donc je vais réduire mon empreinte carbone de ce dispositif-là de manière importante, puisque à un moment donné, on va prévoir qu'une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, il y aura un dîner sans viande pour nos équipes. Alors c'est un micro-sujet, mais encore une fois, c'est en multipliant ces réflexions sur le goodies. On parlait tout à l'heure du goodies. Je ne sais pas si vous savez aujourd'hui combien de temps passe un spectateur sur le Tour de France. Un spectateur passe entre 8 et 7 heures sur le bord de la route. Voilà. Pour voir passer des cyclistes, je pense que tout le monde a déjà eu cette chance de voir passer le Tour de France. 2 minutes. Oui, allez, encore. 5 si on est dans un col. Il faut être en montée. 5 si on est dans un col, et un peu plus s'il y a une échappée et si tout ça est coupé en morceaux. Donc les gens viennent pour voir un spectacle, et ce spectacle-là, c'est le spectacle du Tour, c'est les véhicules, c'est les motos, c'est les véhicules où ils vont reconnaître vos confrères de la radio, de la télé, qui sont dans les véhicules, qui suivent. Voilà. Donc les gens ont besoin de voir ça. Et donc, si on ne donne plus de goodies demain, il y a un véritable problème. C'est presque devenu c'est ce que je disais sur les habitudes. Les habitudes, oui, absolument. Ouais. Quand on voit des gamins qui ont des énormes filets pour récupérer les goodies, etc., voilà, tout est organisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire demain ? Comment on prépare les choses pour réduire les goodies ? Comment on peut mieux travailler ce côté-là pour continuer de faire une fête, de continuer de faire un cadeau, de continuer d'offrir quelque chose ? Mais le goodies, c'est un épiphénomène, mais qui a un poids énorme. Donc, quand on travaille sur la mobilité, sur le goodies, sur les repas,
Et puis, on parlait de sociétal, donc on ne parle pas forcément que d'environnement. Tout à l'heure, on parlait de sport dans la ville. Nous, on a un partenariat avec Sport dans la ville, et aujourd'hui, on propose à Sport dans la ville de sélectionner des jeunes de Sport dans la ville pour qu'ils intègrent notre caravane. Donc là, c'est aussi une notion d'insertion. Et je peux vous assurer que quand un jeune d'un quartier difficile, jamais, une seule fois, il imagine un jour pouvoir candidater pour être animateur sur le Tour de France. C'est un job de rêve. Pour une vingtaine de postes d'animateurs, on a 800, 1000 candidatures. Là, on propose à ces jeunes de venir. Ils vont rajouter une ligne sur leur CV qui va complètement changer leur regard, et le regard sur le sport, le regard sur la France, et parce qu'ils vont découvrir un pays qui ne connaissaient pas finalement, parce qu'ils sortent assez peu, ils ont peu la possibilité de sortir. Donc voilà, il y a plein de solutions. Et quand je vous écoute, finalement, ce qui est bien, c'est que c'est stimulant, finalement. Voilà, il y a plein de choses à réinventer. Cécile, voilà, à quoi peuvent ressembler les événements sportifs de demain, puisque effectivement, comme disait le Benoît, c'est en réflexion permanente. Vous êtes obligé de réfléchir au coup d'après. Ouais, alors j'ai pas la réponse. Je pense que personne ne l'a. On imagine tous les événements sportifs futurs. Moi, je dirais que ce qui me choque aujourd'hui le plus, c'est quand les événements sportifs sont complètement en décalage en termes de saison, en termes d'environnement. Voilà, une Coupe du Monde de foot au Qatar, des Jeux Olympiques d'hiver, là où il n'y a pas de neige, tout ça, je me dis, voilà, ça, faut arrêter. On a beaucoup parlé effectivement de la mobilité. Donc, moi, je suis assez convaincue que les événements internationaux doivent redevenir peut-être un peu plus locaux. Je trouve que France 23 est finalement plutôt un bon exemple, en tout cas va dans le bon sens, parce que quand on regarde la typologie d'acheteurs des billets, il y a quand même plus de la moitié qui sont en France, c'est très local. Après, la majorité, c'est Angleterre, et puis après, il y a un petit peu donc il y a 70% déjà, c'est France et Angleterre, et il n'y a pas eu de construction pour... voilà, on utilise des stades existants. Voilà. Du coup, l'empreinte est quand même limitée, et ça redevient un événement local, festif, effectivement, qui va animer les territoires, et du coup, je trouve que ça a du sens. Donc pour moi, ça pourrait ressembler à ça, des événements peut-être plus locaux. Et puis, je pense que c'est aussi à réinventer avec la technologie. Forcément, comme je travaille chez Orange, je suis sensible à ça, mais je me dis que l'expérience dans le stade et en dehors du stade peut vraiment être transformée quand on est chez soi et qu'on va pouvoir bientôt avoir du multivue sur à peu près toutes les compétitions, voir peut-être ce qui se passe en backstage, entendre ce que dit l'arbitre, comprendre les règles. Bon, bah, du coup, ça a un vrai intérêt. Et peut-être que de me déplacer à l'autre bout du monde pour voir le match, finalement, bon, bah, voilà, ça aura peut-être un petit peu moins de sens. Donc, c'est à nous d'inventer ça. Un dernier mot ? Oui, quand vous dites ça, on a quand même vécu, grâce au Covid, peut-être pas grâce justement, des événements sportifs sans spectateurs. Et ces événements sportifs où on s'ennuie, c'est triste pour les athlètes. Il se passe quand même pas grand-chose et que le sport a besoin de ça. Donc oui, il faut qu'on invente quelque chose pour continuer de se réunir, continuer de vivre ses émotions et de faire en sorte qu'on arrive à réduire ces impacts. Et je pense qu'en effet, aujourd'hui, il y a suffisamment d'éléments, de lieux qui peuvent recevoir des événements. Et c'est que France 2023 est vraiment là-dedans un exemple. On utilise des stades existants. Donc on enlève une énorme partie de ce poids et de l'impact. On est dans la révolution de l'impact aujourd'hui. Donc comment on gère ça ? Et je pense qu'il y a ces solutions, elles existent. Merci à tous les deux. On a merci à vous. Apporté quelques éléments de réponse. Merci, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir assister à une démonstration. Je ne vous en dis pas plus, on va installer quelque chose sur la scène et on revient tout de suite.